Soyez les bienvenus dans le Journal de l'Afrique. Bonjour à tous. À la une de ce vendredi, l'appel du président nigérien Mahamadou Issoufou. Il estime qu'une intervention internationale en Libye est indispensable. Vous l'entendrez. En RDC, l'hôpital du docteur Mukwege dans le viseur des autorités. Elle lui réclame 650 000 $ d'impôts. Les comptes de l'établissement sont saisis. Et puis, nous irons faire un tour sur les marchés au Cameroun. Nous verrons que les prix des aliments ont chuté. Les consommateurs ont le sourire. Le mot est donc lâché, une intervention, c'est ce que demande le président nigérien en Libye, une intervention internationale alors que le pays est en proie au chaos. On l'écoute au micro de Radio France Internationale. Une issue politique n'est pas possible sans intervention internationale en Libye. Pour une fois, il faut qu'on nous écoute. Pour une fois, il faut qu'on nous entende. Quand il y a eu l'intervention en Libye, personne ne nous a consultés. Mais c'est nous qui payons les frais de la situation aujourd'hui. Donc tout le monde aujourd'hui doit nous entendre. Et ce qu'il faut retenir, c'est que tous nos pays ne sont que des objectifs intermédiaires pour ces terroristes. L'objectif final, c'est l'Occident. Donc l'ennemi principal de ces terroristes, c'est l'Occident. Nous sommes des adversaires secondaires. Voilà, un appel qui fait écho à celui du ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, en visite dans la région. Il parle de résurgence d'un sanctuaire terroriste en Libye. Le Niger, qui attendait ce vendredi l'ouverture d'un procès phare, celui des bébés volés. Parmi les prévenus figure entre autres le principal opposant au président Issoufou. Ce vendredi, les débats ont duré 2 heures. Pour des raisons de procédure, ils reprendront le 30 janvier prochain. Florence Thomazeau. À Niamey, on le qualifie de procès de l'année. Ce vendredi, la justice nigérienne a ouvert le dossier de ce trafic présumé de bébés organisé entre le Niger et 2 de ses voisins, le Nigeria et le Bénin. Une affaire déclenchée il y a 8 mois et qui met au premier plan l'ancien président de l'Assemblée nationale, Hama Amadou, aujourd'hui exilé en France. Il est accusé de supposition d'enfants, autrement dit de trafic de bébés, ce qu'il réfute. Selon lui, c'est un complot organisé de toutes pièces par son rival. L'enjeu n'est pas d'ordre judiciaire, l'enjeu est d'ordre politique. Monsieur Issoufou Mahamadou a juré depuis 2012 de se débarrasser de moi en 2013 et de faire tout ce qu'il est possible de faire pour m'empêcher de l'affronter aux élections de 2016. Moi, je suis convaincu que ce dossier est vide, aussi bien pour moi que pour ma femme. Parce qu'en dehors des accusations, il n'y a rien d'autre. L'ancien président du Parlement, qui dit avoir quitté le Niger pour des raisons de sécurité, n'a donc pas comparu ce vendredi, contrairement à sa femme, actuellement en liberté provisoire et poursuivie pour les mêmes chefs d'accusation. Francis Laloupo, qui était ce vendredi l'invité de France 24, estime que la thèse du procès politique ne tient pas. Pour la justice nigérienne, les enquêtes ont été menées, 16 usines ont été identifiées, les personnes également aujourd'hui inculpés sont parfaitement identifiés. La question, au fond, pour la justice sera de déterminer quels sont, je dirais, les niveaux de responsabilité et si effectivement il y a eu trafic ou pas. Outre l'ancien chef du Parlement, une vingtaine d'autres prévenus doivent être jugés. Parmi eux, des militaires, des hauts gradés ou encore d'anciens membres du gouvernement, comme l'ex-ministre de l'Agriculture, Abdoulabo. Le procès qui s'est ouvert brièvement ce vendredi a été reporté au 30 janvier pour des questions de procédure. Nous sommes le 2 janvier 2015. L'ultimatum a donc expiré en RDC. Les rebelles Hutus rwandais avaient jusqu'à aujourd'hui pour déposer les armes dans l'est du pays. Autrement, ils deviendront la cible de l'armée congolaise, voire même de la MONUSCO. Mais cette opération de démobilisation n'est pas un succès. Moins de 350 combattants FDLR ont cessé de combattre sur 2000 guerriers environ. On reste dans l'est de la RDC avec cette mobilisation pour sauver l'hôpital du docteur Mukwege. Les comptes de l'établissement ont été bloqués par les autorités. Du coup, les médecins ne sont pas payés et les patientes, la plupart victimes de violences sexuelles, ne sont pas soignées. Salima Belhadj avec les équipes de Thierry Michel. Ils sont infirmiers, médecins et travaillent à l'hôpital de Panzi du docteur Mukwege. Depuis 3 jours, ils protestent devant la direction régionale des impôts à Bukavu pour réclamer le paiement de leur salaire de décembre bloqué par l'administration. En cause, une polémique sur le statut de l'hôpital.
Le gouvernement congolais affirme que l'établissement où le docteur a fait sa réputation en opérant les femmes victimes de violences sexuelles est un hôpital privé. Et à ce titre, il se doit de payer à l'État une taxe sur les salaires. Mais le docteur Mukwege, lui, rétorque que son hôpital est public puisque la structure est prise en charge par le gouvernement. Conséquence, les comptes de l'hôpital de Panzi sont donc gelés depuis un mois. Certains pensent que plus qu'une histoire d'impôts, l'État congolais fait payer à Mukwege son discours lors de la remise du prix Sakharov en novembre dernier. Le gynécologue s'en était pris au gouvernement, critiquant l'insécurité et la mauvaise gouvernance qui, dit-il, gangrène la région du Kivu. Dans un communiqué publié aujourd'hui, le docteur Mukwege dénonce un harcèlement fiscal et une discrimination. Il y a selon lui urgence à agir et ce dans l'intérêt des malades. Depuis 1999, 40 000 femmes et enfants ont été soignés à l'hôpital de Panzi. Un camouflet pour le gouvernement kényan. Sa loi antiterroriste a été retoquée par la justice. Selon la haute cour, certaines mesures limitent la liberté d'expression. Une victoire pour l'opposition qui avait fustigé l'adoption de ce texte au Parlement. Georges Lédric. La loi avait provoqué la colère de l'opposition kenyane. Dans un Parlement survolté, les députés en étaient presque venus aux mains, certains déchirant les textes d'une nouvelle loi antiterroriste jugée ultra répressive. Parmi les articles controversés et suspendus par la Haute Cour de justice, la possibilité de recourir facilement à des écoutes téléphoniques. La possibilité également d'emprisonner des journalistes pendant 3 ans si leurs articles gênent les opérations en cours. Enfin, le nombre de réfugiés ne sera finalement pas limité à 150 000, un plafond qui visait en priorité les 600 000 Somaliens réfugiés au Kenya. Grandement impliqué dans la force d'intervention africaine qui tente de ramener l'ordre en Somalie voisine, le Kenya subit depuis quelques années un nombre croissant d'attaques terroristes. Des attaques revendiquées par les islamistes Shebab. L'attaque du centre commercial de Westgate à Nairobi avait marqué les esprits en 2013. Le mois dernier, 60 personnes étaient forcées de descendre d'un bus puis exécutées dans le nord du pays. Inquiète, une partie de la population réclamait davantage de fermeté. L'opposition dénonçait, elle, le retour à un État policier. La Haute Cour de justice a estimé que la guerre contre le terrorisme ne devait pas limiter les libertés fondamentales. Un comité devra maintenant se prononcer sur l'ensemble du texte. Cette bonne nouvelle pour les consommateurs au Cameroun, les fêtes ont coûté moins cher, 30% de moins en moyenne pour les produits alimentaires, un rabais rendu possible par les mesures du gouvernement. Explication avec ce reportage de Coraline Molinier. Sur la plupart des marchés camerounais, la viande de porc se vend à 2500 francs CFA le kilo. Mais en cette période de fête à Bafoussam, dans l'ouest du pays, certains stands pris d'assaut par les consommateurs ont proposé des tarifs imbattables. Ils font des bons prix, ils ont fait un grand rabais. Et aussi, au niveau de la qualité, la viande elle est meilleure. Si ça pouvait être comme ça tout le temps, ça nous soulagerait, nous les ménagers, quoi. Produire à grande échelle pour vendre à moindre coût, tel est l'objectif du programme Agropole lancé par le gouvernement en 2012. La filière porcine en est l'un des secteurs prioritaires avec un déficit de production de 40% à combler pour satisfaire la demande nationale. Au départ exploitant d'un petit élevage familial, Bernard est accompagné depuis 2 ans par le programme Agropole dans une phase d'industrialisation. Aujourd'hui, il a triplé sa production. Ça nous a permis d'oser quand même le programme Agropole, ça nous a permis d'oser. Parce que nous, jusqu'à Nouvelle-Avis, on avait peur d'investir, surtout avec le port à l'ouest, où on connaît beaucoup de catastrophes, la PPA, la peste porcine africaine. Mais le programme Agropole est venu à travers son fonds de garantie nous donner le courage de nous engager. Et nous avons dit, bon, ok, nous pouvons prendre le risque. Et je crois qu'avec ça, nous allons mettre la viande à la disposition des Camerounais. Grâce à un accompagnement technique et financier, 17 agropoles ont pu voir le jour dans cette région du Cameroun, dans des domaines tels que l'aviculture, le soja ou encore le maïs. Objectif, doubler la production agricole au Cameroun d'ici à 2020. L'économie du Cameroun est fortement basée sur l'agriculture. Il y a des filières présentant un fort potentiel de croissance. L'objectif, c'est le développement d'unités de moyenne et grande importance, la densification du tissu industriel, non seulement pour assurer la sécurité alimentaire de notre pays, mais apporter de la valeur ajoutée à nos produits.
parce que c'est cette valeur ajoutée qui apporte la croissance. Les progrès du Cameroun dans la lutte contre l'insécurité alimentaire ont été salués l'an dernier par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Mais les défis restent nombreux. Plus de 15% de la population camerounaise est encore exposée à la sous-alimentation. Et on se quitte en images avec les plus beaux podiums de 2014. Regardez, la mode africaine a encore inspiré les tendances internationales. L'an dernier, il y en a pour tous les goûts. Tout de suite, c'est Natacha Vesnich pour le journal de 22h. À tout à l'heure.